Bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation dans toute franchise. On va commencer avec les inondations, bien sûr, qui touchent encore le sud-est de la France. Christophe Castaner s'est rendu sur place. Le gouvernement assure qu'il sera au rendez-vous de la solidarité nationale. Mais quelle est votre réaction à vous? Bon, d'abord, j'ai une pensée évidemment pour tous ceux qui sont victimes de ces inondations. Et moi, je pense, pour avoir eu David Racheline au téléphone, qui à Fréjus a été assez lourdement frappé par ces inondations, je pense à toutes les TPE, à toutes les PME qui, très probablement, pour certaines, ne se relèveront pas d'incidents qui sont de surcroît des incidents un peu récurrents, parce que c'est toujours en réalité quasiment aux mêmes endroits que ce type d'inondations ont lieu. Donc ça, c'est ma réaction immédiate. Maintenant, c'est vrai qu'en prenant un peu de recul, on doit quand même faire une analyse de la situation. Il existe un changement climatique qui va avoir des conséquences en matière de perturbations peut-être extrêmes, sur lesquelles nous n'avons pas immédiatement la maîtrise de la situation. Mais en revanche, il y a des choses sur lesquelles nous avons la maîtrise. C'est l'imperméabilisation des sols, c'est le bétonnage, c'est les choix qui ont été faits en matière de disparition des terres agricoles et qui font que eh bien, ce que nous avions appris de nos aînés, des générations précédentes, aujourd'hui a été oublié. Il faut changer la politique d'urbanisation en prévision. Que faut-il faire, en somme? Oui, il faut évidemment changer cette politique. Mais d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que si on ne le fait pas, ce sont les assureurs qui seront les juges de paix. C'est-à-dire que ce seront les assureurs qui finiront par ne plus assurer ni les habitations, ni les entreprises qui sont soit en zone inondable, soit régulièrement touchées par les conséquences, pour le coup, les conséquences du travail de l'homme et peut-être d'un travail qui n'est pas assez réfléchi et peut-être réfléchi avec assez peu de modestie. J'en viens à la journée du 5 décembre maintenant. Vous soutenez sans réserve, vous l'avez déjà dit, cette journée de grève, mais est-ce que vous appelez à une grève reconductible qui durerait des jours avec des blocages, voire des semaines, et avec les conséquences qu'on connaît parfois pour les voyageurs, pour les familles, les conséquences économiques également? Non. Madame, permettez-moi d'abord de revenir au fond politique de cette manifestation. Cette manifestation, elle n'est pas organisée, contrairement à ce que dit M. Martinez, par la CGT. C'est une manifestation qui va accueillir toute une série de professions aussi diverses les unes que les autres et qui viennent exprimer leur désaccord avec la future réforme des retraites qu'est en train de construire Emmanuel Macron et qu'il veut imposer à tout prix. Deuxièmement, ça n'est pas non plus une manifestation pour la défense des systèmes spéciaux de retraite, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Il y a une réforme des retraites qui est en train de se mettre en place, qui va toucher absolument tous les Français et dont l'objectif, d'ailleurs je me souviens d'un propos tenu par M. Fillon à l'époque, puisqu'il défendait lui-même la retraite par points, et M. Fillon disait mais il faut avoir le courage de dire ce qu'aucun politique n'ose dire, à savoir que la réforme des retraites a vocation à faire baisser la retraite, puisque la valeur du point aura vocation à baisser d'année en année et les retraites donc qui seront livrées baisseront d'année en année. Et ce gigantesque coup de rabot, c'est le coup de rabot de trop pour les Français. Et c'est la raison pour laquelle ils expriment leur désaccord. Mais justement, on va y revenir point par point, on a le temps et c'est parfait pour ça. Mais au-delà de la journée du 5, reconductible ou pas, est-ce que vous appelez à bloquer quelques jours, quelques semaines? Mais même tout cela dépend de la réaction du gouvernement. Que va dire le gouvernement? Est-ce qu'il va faire comme avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire ne pas répondre, faire mine de ne pas entendre l'opposition qui monte? Est-ce qu'il va se satisfaire, encore une fois, de cette majorité artificielle qu'il a à l'Assemblée nationale, puisque cette majorité est une majorité d'apparence, en ce sens que, certes, ils ont, sur le plan numérique, une majorité à l'Assemblée nationale, mais la réalité, c'est que la majorité des Français est contre cette réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont en tenir compte comme on le fait dans un processus démocratique, ou est-ce qu'ils ne vont pas en tenir compte? C'est ça la vraie question. Quoi qu'il en soit, parenthèse sur ce jour-là précisément, est-ce que vous rejoignez Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains? Il va proposer une proposition de loi pour un service minimum garanti et réquisitionné des personnels. Non, mais qu'il puisse y avoir un service minimum garanti ne me paraît pas être quelque chose d'honteux. Mais les Français y sont favorables dans les sondages. C'est quand même étonnant, cette classe politique qui toujours s'intéresse avec beaucoup d'énergie et passe beaucoup de temps à s'intéresser aux conséquences
en réalité, qu'à la cause. Moi, j'essaye de m'attacher à la cause. La cause, encore une fois, de cette manifestation, c'est cette réforme des retraites. Est-ce que le gouvernement compte reculer sur cette réforme des retraites, qui, encore une fois, n'a pas vocation à toucher, et je le dis à ceux qui nous écoutent, exclusivement les régimes spéciaux, mais l'ensemble des Français qui vont être immédiatement impacté négativement par cette réforme, ou est-ce qu'il va faire le passage en force? Vous ne serez pas dans la rue, vous, lors des mobilisations, mais cette fois, des cadres seront peut-être dans les mobilisations. Est-ce que ce n'est pas un changement de doctrine vous concernant? Lors de la réforme 2018 de la SNCF, les élus de votre parti disaient que bloquer les usagers victimes de politique de Macron, c'est un mode d'action archaïque. Ce n'est pas opportun. Louis Alliot, encore cette semaine, a déclaré « ce sont les élections qui règlent les problèmes, pas la rue ». Pourquoi cette fois y aller? Mais pardon. Tous ceux qui sont opposés à la réforme des retraites peuvent aller manifester, évidemment. Il y a dans mon mouvement un nombre considérable, permettez-moi de vous dire, de gens qui sont tout à fait opposés, et à juste titre, à cette réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont aller manifester ou pas? C'est leur choix personnel. Moi, ce que je dis, c'est que je soutiens, encore une fois, cette contestation à la réforme des retraites. Il n'y a pas de changement stratégique du parti à l'occasion de cette mobilisation? Moi, j'ai dit aux syndicats, soyez imaginatifs. Imaginez d'autres formes de contestation que celle qui consiste à évidemment avoir des conséquences, parce que je vous signale que la dernière fois, ce n'était pas vraiment une grève, elle a été annoncée au dernier moment, les gens se sont retrouvés sans train, c'était le moment des vacances comme d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'agir? Par exemple, la grève par la gratuité. Voilà un bon moyen de se faire entendre, et en même temps que ça n'est pas une conséquence démesurée, car que ça puisse avoir une conséquence, bien sûr, mais une conséquence démesurée sur la vie quotidienne des Français. Vous l'avez évoqué quasiment dès la première phrase, Philippe Martinez, il y a un bras de fer à distance qui s'est installé entre vous. Il a redit vendredi matin qu'il ne voulait pas, en gros, voir le Rassemblement national dans ces mobilisations. Je le cite, « Les gens qui sont racistes ne sont pas les bienvenus dans les mouvements sociaux ». Il vous a répondu, vous lui répondez peut-être à nouveau? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quelque chose d'aussi stupide? Enfin, M. Martinez utilise des arguments qui sont des arguments injurieux et évidemment absolument pas fondés. Mais surtout, au fond, moi j'interroge ceux qui sont les membres de la CGT. Si M. Martinez véritablement souhaitait défendre l'intérêt des salariés, il souhaiterait évidemment que cette manifestation réunisse le plus de gens possible. Et il accueillerait positivement le soutien du plus grand parti de France à la demande de retrait de la réforme des retraites. Le fait qu'il agisse ainsi démontre qu'il est dans une vision totalement clanique, gamellarde en quelque sorte du combat social. Et à mon avis, il sera assez durement jugé pour cela. Sur la mobilisation à nouveau, est-ce que vous appelez ce jour-là à lutter effectivement contre les retraites, ou est-ce que vous appelez de vos voeux une mobilisation plus profonde, plus vaste de colère contre la politique du gouvernement? Est-ce que ça dépasse les régimes spéciaux, les retraites, ce qui va se passer ce jour-là? Mais résumer les manifestations à de la colère, c'est quand même un tout petit peu limité. Et là encore, on parle des conséquences de choix qui ont été faits par le gouvernement. Pourquoi y a-t-il de la colère? Pourquoi y a-t-il de la colère dans l'hôpital? Pourquoi y a-t-il de la colère chez les maires? Pourquoi y a-t-il de la colère chez les policiers? Pourquoi y a-t-il de la colère chez toutes ces professions? C'est parce que les choix qui sont faits par le gouvernement sont des choix qui sont insensés et qui ont une conséquence directe sur la vie de nos compatriotes. Et quant à la réforme de retraite, je vous l'ai dit, elle touche absolument tout le monde. Donc il est normal qu'il y ait du monde et que les gens s'expriment. Vous avez donc certainement vu qu'Emmanuel Macron pointe du doigt spécifiquement les régimes spéciaux, une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux, c'est comme ça qu'il évoque cette journée. On a vu aussi Agnès Buzyn s'exprimer dans ce sens. Richard Ferrand, encore aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, dans le journal du dimanche, a dit que la grève qui s'annonce est une mobilisation pour conserver des inégalités. Bon, après tout, Marine Le Pen, les Français, sondage après sondage, disent leur opposition aux régimes spéciaux, encore récemment au statut des cheminots. Mais croyez-vous que les gens soient dupes de ce type d'éléments de langage? Est-ce que vous croyez qu'ils sont dupes? Pour vous, il essaie de faire quoi, le gouvernement, alors, à travers ces éléments de langage? Mais il essaye évidemment de détourner l'attention sur une réforme des retraites qui va toucher tout le monde. Et donc, il vient diviser les Français parce que c'est ce qu'il sait faire de mieux, en disant, vous voyez, il y a les profiteurs des régimes spéciaux et vous allez défendre les profiteurs des régimes spéciaux. Alors que, encore une fois, cette réforme des retraites, elle va toucher absolument
tout le monde, certains... que ce soit les professions d'ailleurs qui ont un régime autonome comme les avocats, jusqu'au régime général des salariés du privé, qui va évidemment être touché par cette réforme. Alors dans les régimes spéciaux, bien sûr il y a des régimes qui méritent qu'on se remette autour de la table. Lesquels ? La RATP, par exemple, ça mérite peut-être effectivement qu'on se mette autour de la table. Il y a probablement des éléments dans ce régime qui aujourd'hui ne sont plus justifiés. Mais dans les régimes spéciaux, il y a bien d'autres choses. Est-ce qu'on va remettre en cause le régime spécial des militaires ? Est-ce que les Français sont d'accord pour que nos garçons qui vont se battre pour nous défendre au péril de leur vie ne puissent pas bénéficier d'un régime spécial de retraite ? Est-ce que les Français sont véritablement opposés au régime spécial spécial des marins, dont on sait que c'est une profession terriblement difficile. Est-ce que le système des retraites pour les fonctionnaires est encore viable aujourd'hui ? Il y a un déficit démographique avec moins d'actifs que de pensionnés. C'est donc d'autres salariés, les impôts, les Français qui financent aussi une partie de ces pensions. Est-ce que ça c'est juste ? Et est-ce que c'est tenable ? Mais madame, c'est un choix. Moi je vous pose une autre question. Est-ce que la politique c'est de la comptabilité ? Parce que si c'est le cas, on peut tous partir. On met 3 chefs comptables sous la direction de M. Macron qui en est un de belle facture, par ailleurs, et puis c'est terminé. On aligne des colonnes et on prend des décisions politiques en fonction des chiffres qui sont dans les colonnes. Moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour avoir une fonction publique qui apporte aux Français de la qualité, ce qui dans beaucoup de domaines n'est plus le cas parce qu'on a cessé de rogner les moyens qui leur sont accordés, de la sécurité et de l'égalité. Jamais il a été dit nulle part que la fonction publique devait être bénéficiaire, puisque, encore une fois, l'objectif, c'est pas la rentabilité, l'objectif, c'est l'égalité entre les territoires et les Français. On va parler des territoires, en effet. Donc c'est un choix. Est-ce qu'on est capable de faire un effort avec un système de retraite qui est déficitaire, mais qu'on considère comme faisant partie du coût global d'une fonction publique qui apporte aux Français une santé de qualité, une éducation de qualité, une justice de qualité, une police de qualité. J'imagine qu'on entrevoit votre réponse. Non, mais Madame Carrère, le problème aujourd'hui, c'est que voient les Français en matière de fonction publique. Parlons-en. Le problème, c'est qu'ils ont le sentiment de payer de plus en plus d'impôts et d'avoir en contrepartie de moins en moins de services, et des services qui sont de qualité moindre, parce qu'encore une fois, les directives politiques, les choix politiques et les choix budgétaires ne sont pas à la hauteur. Ces choix-là, on va vraiment s'arrêter dans un instant dessus, on va en parler. Mais je pense que j'ai pressenti là votre réponse au rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été mis sur la table cette semaine. 8 à 17 milliards de déficit, c'est ce qu'il envisage. Le gouvernement dit, voilà, pour sauver ce système, il va falloir des mesures budgétaires. Vous dites, peu importe, c'est pas le sujet, vous dites que ce ne sont pas des bons chiffres. Ça n'est pas ce que je dis. Je dis que ça a été présenté de manière fallacieuse et moi je m'étonne de la manière dont les médias ont repris les éléments de langage du gouvernement. De manière fallacieuse, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut le lire, ce rapport. Or, que dit ce rapport ? Il dit qu'en réalité, il y a une constance absolument totale dans le régime de retraite, et il dit même jusqu'en 2050, c'est-à-dire que la part en réalité de déficit correspond à un pourcentage de PIB qui est le même aujourd'hui, qui sera le même en 2025 et qui sera le même en 2050. Voilà ce que dit le Conseil d'orientation. Donc pas nécessaire d'avoir des mesures budgétaires pour maintenir un système à l'équilibre. Ce qui est absolument nécessaire, c'est de créer de l'emploi. Parce qu'en réalité, madame, 1 million d'emplois créés, c'est 25 milliards de recettes supplémentaires. Donc ça règle le problème des retraites immédiatement. Mais venons-en justement à votre proposition. Vous voulez un système des retraites à taux plein, avec un taux plein à 60 ans. Mais la question, c'est aussi comment vous le financez. Si vous parlez d'emploi, si vous voulez une baisse du chômage, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Comment on fait en attendant pour ce système ? Vous parlez souvent aussi de la natalité. Mais on fait des enfants maintenant, ils ne sont pas prêts à cotiser avant 18 ans. Comment vous gérez ? Madame, la retraite à 60 ans, ça ne veut rien dire. D'accord ? C'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Sinon, ça ne veut rien dire, la retraite à 60 ans. Il reste quand même la question du financement. D'accord, non, il reste de qui aujourd'hui a 40 annuités à 60 ans ? C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Deuxièmement, combien de personnes arrivent aujourd'hui à la retraite alors qu'ils sont d'ores et déjà au chômage ?
Ils sont au chômage. Pourquoi? Parce que à 50, 55 ans, eh bien, ils sont licenciés. Et comme il n'y a pas d'emploi dans notre pays, eh bien, ils sont au chômage. Donc, ils resteront quoi? 2 ans de plus au chômage? C'est ça la proposition du gouvernement? 3 ans de plus au chômage? 4 ans de plus au chômage? Mais ce qui est sûr, c'est que le ça ne gouvernement... dit pas comment vous financez leur pension. Mais madame, en créant des emplois. Mais ça ne se fait pas Car- du jour au lendemain, ça prend du Mais temps. si ça se fait du jour au lendemain, en changeant fondamentalement le programme économique qui est celui mis en œuvre en France, dans notre pays, bien sûr que ça se fait. Ça se fait en évitant la concurrence déloyale à notre agriculture, à notre industrie, qui fait que nous avons perdu des dizaines de milliers d'emplois dans les quelques années qui viennent de passer dans l'industrie. Bien sûr qu'on peut créer des emplois en faisant du patriotisme économique. Bien sûr qu'on peut créer des emplois en permettant aux Français, avec la traçabilité, de savoir ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire du patriotisme économique. Bien sûr qu'on va recréer des emplois par l'intermédiaire de la démétropolisation dont nous aurons l'occasion de parler, c'est-à-dire par une politique de localisme, de développement local de l'industrie, des services et de l'activité économique. Sinon, c'est une fatalité. Ça voudrait dire qu'en réalité, le chômage est une fatalité et que donc, eh bien, diriger un pays, ça consiste exclusivement à savoir comment est-ce qu'on va gérer la pénurie d'emploi. Le gouvernement vous répondrait que le chômage baisse, par exemple. Non, le chômage baisse pas, il vient de remonter au 3e trimestre. Là. Non, mais sur les derniers trimestres et sur les derniers mois. Non, il a baissé de 0,5% en 2 ans et demi. Enfin, je veux dire, on peut toujours... Bien sûr, on peut s'en réjouir, mais enfin, c'est dérisoire au regard de la situation et du chômage de masse que nous vivons et qui est un chômage bien plus important que nos voisins. Parce qu'il faut aussi regarder, moi, je suis désolée, mais regardons un peu ce qui se passe autour de nous. Et autour de nous, il y a eu une croissance mondiale, il y a eu une embellie, il y a eu une baisse des taux d'intérêt très importante puisqu'ils sont maintenant négatifs et nous sommes une économie qui n'en profitons pas. Est-ce qu'on peut s'interroger de savoir pourquoi? Est-ce que ce ne sont pas nos dirigeants qui sont mauvais plutôt qu'une forme de fatalité qui voudrait qu'on soit condamné au chômage de masse, à la désindustrialisation? Pas de pessimisme, donc, vous dites Marine Le Pen sur ce sujet. Est-ce que pas du tout de pessimisme. Vous avez vu les propos d'Emmanuel Macron à n'en pas douter cette semaine. Il estime qu'en ce moment, notre pays est trop négatif sur lui-même. Et puis, on a lu les propos, encore une fois, du patron de l'Assemblée nationale dans le JDD aujourd'hui qui dit « Ne soyons pas pleurnichards ». Il est trop négatif, notre pays, Marine Le Pen. Mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit du mal de la France et des Français, Emmanuel Macron. Décidément, il ne peut pas s'en empêcher. Chasser le naturel, il revient au galop. La première chose qu'il fait, plutôt que de se remettre peut-être en cause lui-même, c'est d'accuser les Français d'être des pessimistes. Mais je veux vous dire, les Français ne sont pas pessimistes. Ils sont au contraire terriblement patients. Parce que accepter ce qu'ils vivent aujourd'hui, et ce depuis des années, la baisse de leur pouvoir d'achat, l'incapacité qu'ils ont pour une partie d'entre eux à se soigner correctement, la désertification massive des villes moyennes et des petites villes en France, l'insécurité qui explose, on en parlera aussi, l'immigration massive avec son coût phénoménal pour le pays, et en plus le rabot de notre système de protection sociale, la déconstruction, la fracturation de notre système de protection sociale, dont je vous rappelle que Emmanuel Macron parle des acquis, lui et ses amis, des acquis sociaux avec beaucoup de mépris, mais un acquis social, c'est ce qui appartient à ceux qui n'ont rien d'autre. Marine Le Pen, Whirlpool cette semaine, c'était la grande séquence. Qu'avez-vous pensé quand vous avez vu Emmanuel Macron retourner sur le lieu de votre duel politique emblématique de l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle? Vous vous êtes dit on refait la campagne? Oh, écoutez, si vous tombez dans la facilité, je vous dirais qu'il est revenu sur les lieux de son crime. Mais sincèrement, l'affaire Whirlpool est emblématique de sa politique. Celle qui consiste à considérer que la main invisible du marché doit tout régler en quelque sorte et que l'État stratège n'a rien à dire. Whirlpool, dont la France est le premier client à l'époque, il faut s'en souvenir quand même, ferme une usine en mettant des centaines de personnes, parce que au chômage, les intérimaires, les salariés bien sûr en CDI, mais aussi les sous-traitants, pour aller ouvrir une usine en Pologne et revendre les productions qu'il fabrique en Pologne et qu'il fabriquait avant en France. Mais il a dit deux choses, Emmanuel Macron. Il a dit, je reconnais c'est un échec, et il a dit, j'avais pris en 2017, contrairement à d'autres, contrairement donc à vous, tout le monde l'aura compris, un discours de vérité. Vous lui répondez quoi?
Mais c'est quoi le discours de vérité consistant à montrer la direction du cimetière des industries? C'est ça le discours de vérité? Mais c'est une véritable honte. Il n'est pas un constatateur, permettez-moi ce belgicisme. Il n'est pas un constatateur, il n'est pas un commentateur, il est président de la République. Or, il vient dire, eh bien, je n'ai rien à dire, je ne peux rien faire, vous allez être au chômage. Avec vous au C'est la pouvoir. vie, c'est comme ça. Mais je trouve ça inadmissible. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait pour Whirlpool? Avec vous au pouvoir, Whirlpool serait toujours ouvert et les salariés toujours à leur poste? Mais bien sûr que oui. Parce que moi, je serais allé voir Whirlpool en disant, écoutez, c'est simple. Vous voulez faire ça? Vous voulez délocaliser et mettre des centaines de personnes au chômage? Eh bien, les produits que vous réimporterez, je les taxerai. Et je les taxerai au point que vous n'aurez aucun intérêt à avoir délocalisé. Eh bien, ils seraient restés. Mais pour ça, il faut une politique volontariste. C'est exactement, permettez-moi de vous dire, la manière dont Trump a agi pour permettre la relocalisation de centaines d'industries et d'entreprises aux États-Unis. Ça marche plutôt pas mal, puisque je crois qu'ils sont à moins de 4% de chômage. Donc, il faut une volonté politique. Pourquoi voulez-vous que les gens aillent aux urnes, se déplacent pour les élections s'ils ont le sentiment que ceux qui sont à notre tête, non seulement ne défendent pas leurs intérêts, mais en réalité sont impuissants à régler leurs problèmes? Moi, je dis qu'il faut le retour de la politique avec un grand P, du volontarisme politique. Et moi, je viens dire aujourd'hui, je viens tenir un discours d'espérance aux gens qui nous écoutent. Ne pensez pas que tout a été fait et que c'est une fatalité et qu'on s'en sortira pas. Moi, je viens vous dire, rien n'a été fait. Je vous dis, rien n'a été tenté en réalité que de laisser les choses se faire avec le libre-échange total, l'ouverture totale des C'est frontières, la fin du le capitalisme laxisme pour généralisé. vous, Marine Le Pen? Mais Le capitalisme est terminé? C'est pas la fin du capitalisme, c'est la fin de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire du capitalisme sans frontières. Et moi, mon projet, si vous voulez, c'est de rendre, mais c'est d'ailleurs profondément démocratique, c'est de rendre le pouvoir au peuple. C'est vous qui devez décider, et surtout vos décisions doivent peser. Alors, justement, on en vient à votre réponse politique. On a fêté les 1 an des Gilets jaunes la semaine Au dernière. passage sur Whirlpool, pardon. Ouais. Mais quand on voit quand même qu'ils ont touché, comme beaucoup d'autres entreprises qui ont licencié, le CICE, ils ont touché des millions et même pour certaines des centaines de millions d'euros du CICE sans aucune condition de maintien de l'emploi ou de création d'emplois. Ils ont empoché l'argent public et ils ont licencié. Mais à l'époque de la mise en œuvre du CICE, qui était avec François Hollande au pouvoir sur le plan notamment des conseils économiques? Monsieur Macron, c'est lui. C'est lui, le CICE, c'est lui. En termes de politique industrielle, aujourd'hui, Marine Le Pen, il y a des usines qui ferment, mais les études le montrent, il y a aussi des créations d'emplois. Il y a des créations d'emplois, plus que de destruction en ce moment dans l'industrie française. Ah oui, c'est merveilleux. Effectivement, 3000. 3000. Après des années qui se sont suivies avec des destructions de 30 000, 32 000, 35 000. Et on vient nous expliquer que les résultats sont spectaculaires. Marine Le Pen, j'en viens aux Gilets jaunes. Je le disais, on a fêté la semaine dernière les 1 an des Gilets jaunes. On a vu votre tweet sur le maintien de l'ordre, mais sur les solutions politiques. Par exemple, sur la fracture territoriale, il y avait le congrès des maires cette semaine. C'est quoi votre réponse? Vous avez dit le mot tout à l'heure, démétropolisation. Oui. Mais concrètement, en termes de mesures, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, la mondialisation sauvage et les mondialistes comme Emmanuel Macron voient tout... encore une fois, ils laissent, si vous voulez, la main invisible du marché aménager le territoire. Je pense que c'est une véritable folie. Ça entraîne la constitution d'hyper-métropoles, de métropoles géantes, avec toutes les conséquences terribles que nous connaissons. La surdensification, le prix des loyers qui explose, la pollution qui explose, la qualité de vie qui baisse parce que les temps de transport deviennent absolument insurmontables, la densité des habitations, leur exiguïté. Donc moi, ce que je viens dire, c'est que aujourd'hui, la grande politique dans les années qui viennent est une politique de rééquilibrage des territoires. Nous devons à tout prix rééquilibrer les territoires parce que l'hypermétropolisation, c'est en fait une forme
de sous-développement. Mais Nous avons des territoires, nous avons une chance incroyable en France, nous avons un pays où on peut habiter à peu près, à quelque chose près, partout. Nous avions des villes qui étaient desservies, avec des services publics, où il y avait une égalité entre les gens qui habitaient les grandes villes et les gens qui habitaient la campagne ou la ruralité. Aujourd'hui, tout ça a été balayé, avec des conséquences qu'on ne mesure pas, Madame Carouet, très graves. Des conséquences très graves, évidemment, sur les flux de personnes qui partent de ces villes pour aller dans les gigantesques Emmanuel Macron s'est exprimé au Congrès des maires. Il a parlé ainsi de la métropolisation. Il dit on a appelé à un nouvel aménagement des territoires. Il s'est lancé dans un plaidoyer pour le haut débit, le cœur de ville, l'agenda rural. Dans le courrier Picard, il a parlé de la métropolisation et il dit les gens ne veulent plus de ce modèle, il le dit. C'est pour cela qu'on développe des actions comme cœur de ville. Vous feriez quoi de différent par rapport à Emmanuel Macron? Eh bien, je mettrais en place des villes entières qui seraient des zones, notamment des zones franches. Des villes entières, des zones franches, pour pousser avec des incitations fiscales les entreprises à venir réinvestir ces villes moyennes, pour permettre d'ailleurs à leurs salariés de vivre mieux, d'avoir accès à des logements qui sont moins chers que dans les grandes villes, avec des temps de transport qui sont raisonnables, avec des habitats qui sont, comment dire, modulés pour la taille de leur famille. Voilà d'abord la première chose que je ferais. Je dissuaderais en fait la concentration de richesse par la relocalisation de l'activité. C'est en quelque sorte une forme de indépendant de la localisation dont nous avons parlé. Et puis je mettrais évidemment les moyens de l'État à retrouver en quelque sorte des infrastructures qui permettent aux entreprises, et notamment numériques, d'y vivre et d'y développer. Quels moyens? Les caisses sont vides. Bah écoutez, vous voyez tout l'argent là du CICE qui a été transformé en baisse, etc. Ben, par exemple ça, ces moyens-là, je m'en servirais pour pouvoir opérer ce rééquilibrage territorial. Les gens ont envie de vivre sereinement, Madame Carouet. Ils ne demandent rien de plus que cela. Alors, vivre sereinement, vivre dans la sécurité. Justement, la sécurité. Et vivre avec la contrepartie des impôts qui sont aujourd'hui de plus en plus importants qu'ils versent à l'État. Sur la sécurité, justement, est-ce que vous préparez un plan en ce moment sur la sécurité? Et si oui, pourquoi? Pourquoi maintenant? Sur quel thème? Sur quoi vous travaillez? Nous ne cessons de parler de sécurité depuis des années. Oui, mais est-ce que vous préparez nous avons le autre chose? Est-ce que vous préparez plus? Oui, et pourquoi? Bien sûr. Mais pourquoi? Aller plus pour dire quoi? Mais parce que j'ai le sentiment que le terrorisme, en quelque sorte, qui est évidemment, vous le savez, un acte terrifiant pour un pays, de vivre dans la terreur de l'assassinat aveugle de masse tel que nous l'avons vécu au Bataclan, à Charlie Hebdo, à Nice. Mais derrière le terrorisme, il y a une explosion de l'insécurité dans notre pays, une explosion des cambriolages, une explosion des agressions gratuites, une explosion des vols avec violence. Et vous proposez quoi, du coup? Pour l'instant, elles sont en retrait. Donc nous sommes en train de travailler sur un livre blanc sur la sécurité que nous allons rendre public dans le courant du mois de décembre, avec toute une série de mesures qui vont évidemment passer de la police à la justice, au pénitentiaire, parce que la chaîne pénale ne peut pas avoir de trou dans la raquette, et pour mettre fin à un laxisme qui a des conséquences sur la vie quotidienne des Français. L'espace public aujourd'hui, Madame Carouet, est devenu angoissant. Il y a de plus en plus de Français qui se sentent angoissés dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, dans les transports. Or, on ferme les yeux et on considère une fois de plus ça comme une fatalité. Et encore une fois, je vous dis, regardons ce qui se passe dans les pays européens qui ont les mêmes dimensions que nous. Plus de moyens, encore une fois, ça va se concrétiser comment? Mais ça se concrétise par le fait de réarmer d'abord moralement notre police. Premièrement. Deuxièmement, elle est désarmée moralement, donner... la police? Évidemment qu'elle est désarmée moralement. Mais ça veut dire quoi, ça, Marine Le Pen? Mais ça veut dire qu'ils n'osent même plus intervenir dans bien des cas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ordre d'aller dans les zones de non-droit. Ça veut dire que ce qu'on leur demande de faire face aux manifestations des Gilets jaunes, on leur dit surtout de ne rien faire quand il s'agit des émeutes en banlieue, qui sont maintenant quasiment quotidiennes. Tous les jours, il y a des émeutes dans des quartiers, des zones de non-droit en France,
sans que la police n'ait ordre d'agir. Ça veut dire que dès qu'ils font une arrestation et qu'ils sont accusés par celui qu'ils ont arrêté, eh bien, ils sont immédiatement convoqués devant leur hiérarchie, obligés de s'en expliquer, parfois mis en examen s'ils se sont défendus. Tout cela, vous savez, ça crée une ambiance qui est une ambiance de démoralisation. Mais est-ce que je vous apprends quelque chose quand on voit les taux de suicide dans la police, sérieusement? Donc, ils ont le sentiment qu'on ne leur demande pas véritablement de faire le travail pour lequel ils se sont engagés. Bon, mais il n'y a pas que cela. Il y a le laxisme de la justice qui devient insupportable. Et de cela aussi il sera question. Là encore, vous avez des propositions. Mais et encore bien une fois, sûr. la question des moyens, Marine Le Pen. Avec quels moyens vous avancez sur ces terrains-là? Mais enfin, c'est quand même incroyable. Vous savez combien ça coûte l'insécurité? Madame Carvalho, on réfléchit à combien ça coûte? Combien ça coûte en assurance, l'insécurité, avec des montants d'assurance qui augmentent? Combien ça coûte en sécurisation des domiciles, des entreprises? Combien ça coûte en traitement de la délinquance? Je veux dire, tout ça, ça a un coût qui est énorme en réalité pour la société. Donc si on arrive à faire baisser la délinquance et la criminalité, croyez-moi, ça va être un coût financier bien limité par rapport aux bénéfices. Mais surtout, il y a un coût social de la délinquance. Marine Le Pen, ouais. On le ressent tous, ce coût social de la délinquance. Pour la vie en société, Donc, pour la cas, tranquillité. Vos propositions, de nos donc livre blanc en préparation, et on le découvrira courant décembre. Oui, bien sûr. Je voudrais prendre le temps de nous arrêter sur les images d'hier et de la mobilisation des femmes. 49 000 femmes à Paris, selon les associations, plus de 100 000 dans toute la France, pour lutter contre les violences faites aux femmes, contre les féminicides. On rappelle encore et toujours ce chiffre, 137 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints, ex-conjoints. Juste sur ces images, vous dites quoi? Oui, il y a une prise de conscience, et auriez-vous pu descendre dans la rue aux côtés de ces femmes? Alors, d'abord, si vous voulez, dans cette manifestation, il y a énormément de revendications qui n'avaient pas grand-chose à voir, il faut bien dire, avec les violences faites aux femmes. Bon. C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai vu des tas de revendications, si vous voulez, qui n'avaient pas grand-chose à voir. Moi, j'aurais pas pu descendre, je vais vous dire pourquoi, parce que j'aurais pas pu manifester aux côtés d'un certain nombre de femmes qui étaient en tête de cette manifestation et qui, il y a quelques jours encore, défilaient avec des islamistes qui portent de la femme une vision de soumission, de mépris, de sous-estimation, si ce n'est de violence. Je pense qu'il y a une ambiguïté chez un certain nombre de ces femmes, je pense à Caroline Dehaas et un certain nombre d'autres, qui me paraît incompréhensible. Ça, c'est déjà, premièrement, mon avis. Deuxièmement, moi, je ne dénie pas Marlène Schiappa d'avoir la volonté de faire baisser les violences. Vous avez vu les mesures, les pistes, on en saura plus demain. Ça va dans le bon sens? Il y a des pistes qui sont effectivement intéressantes. Lesquelles? Celle qui consiste à trouver d'urgence un logement aux femmes qui sont en danger. Celle qui consiste éventuellement à mettre un bracelet anti-rapprochement aux hommes violents. Bon, mais il y a une piste qui était très intéressante, mais en revanche, j'ai pas trouvé la matérialisation législative de cette proposition, en tout cas de cette promesse de Madame Schiappa, c'est celle qui consiste à renvoyer les étrangers coupables de violences ou d'agressions envers les femmes. J'espère que ça n'est pas pour faire le buzz, j'espère que ça n'est pas uniquement de la communication, car elle s'est engagée sur cette voie. Mais nous n'avons rien vu qui puisse ressembler de près ou de loin à une traduction législative de cette promesse. Or, c'est quand même pas anodin, Madame Carvalho, je vais vous dire pourquoi. Il y a eu une étude de l'ONDRP, structure qui par ailleurs va être supprimée par Emmanuel Macron, parce que quand on ne sait pas faire baisser la fièvre, on casse le thermomètre, qui indiquait qu'en 2014, 52% des viols commis à Paris l'ont été par des étrangers. Je ne vous parle pas de doubles nationaux, je vous parle d'étrangers. Ce sont des chiffres qui sont considérables. Bon. Eh bien, si déjà la moitié de ces violeurs en 2014 avaient été renvoyés dans leur pays d'origine, probablement les femmes seraient aujourd'hui plus en sécurité. On en reparlera certainement. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie réflexion à avoir qui doit être menée par la ministre de la Justice au travers des parquets. Est-ce que l'on poursuit
quel que soit le fait que la plainte soit maintenue ou soit retirée, les hommes qui sont coupables de violences envers les femmes. C'est une vraie question. Nicole Belloubet qui a fait le mea culpa de la justice il y a quelques jours. On attend les réponses, les conclusions du Grenelle demain. Peut-être en saurons-nous un tout petit peu plus. D'autant que ce sont des domaines qui sont compliqués, car je vous le dis pour avoir été avocat, car c'est vrai que souvent, moi j'ai vu des femmes porter plainte puis retirer leur plainte. Et la justice l'a reconnu. On verra maintenant quelles sont effectivement les solutions. Du coup, s'arrête. La solution, on verra quelle sera la solution apportée. Il est 18h39, j'ai un peu de retard pour accueillir Guillaume Tabar sur ce plateau, éditorialiste au Figaro. Bonsoir Guillaume. Guillaume a suivi toute l'interview depuis la régie. Bonsoir. Et vous allez nous dire, Guillaume, ce que vous avez pensé, retenu de cette interview. Ce que j'ai retenu, c'est évidemment votre charge contre la réforme des retraites, avec cette phrase que vous avez martelée à plusieurs reprises. Cette réforme, elle va toucher tout le monde. Je pense que vous ne vouliez pas dire qu'elle va concerner tout le monde, parce que ça, le gouvernement le dit aussi, mais que vous vouliez introduire l'idée qu'elle allait pénaliser tout le monde. Évidemment. Comme si, d'un côté, on avait un peu le gouvernement qui prétendait que cette réforme ne ferait aucun perdant et qu'il n'y aurait que des gagnants, et que vous vouliez opposer cette idée qu'il n'y aurait forcément que des perdants dans cette réforme. Mais c'est l'objectif, M. Tabar. Encore une fois, M. Fillon l'a admis de la manière la plus honnête qui soit, faut le dire. François Fillon n'est pas président de la République. Non, mais d'accord, mais il parlait de la réforme des retraites qu'il défendait lui-même, par points. Et il disait, évidemment, la réforme des retraites par points a vocation à pouvoir influer sur la valeur du point et donc baisser, en réalité, les retraites. L'objectif, c'est de faire des économies, on ne va pas se raconter d'histoire. Pourquoi engager un chantier pour Emmanuel Macron aussi grave, aussi important, qui va toucher absolument tous les Français? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y a un Français qui croit que c'est pour augmenter sa retraite? Parce que si c'est le cas, je crains qu'il soit déçu. Alors, mais vous avez bien rappelé que pour vous, c'était le retour, non pas uniquement à la retraite à 60 ans, mais 60 ans et 40 annuités de cotisation. Oui. Ce qui veut dire que pour ces deux critères, on recule par rapport aux critères actuels, ce qui veut quand même dire trouver des nouvelles sources de financement qui n'existeraient pas aujourd'hui. On est d'accord? Ça s'appelle l'emploi. Parce que l'emploi, ça fait des cotisants. Parce que dans un système par répartition, ce sont ceux qui travaillent qui payent pour ceux qui arrivent à la retraite. Donc moins il y a de gens qui travaillent, plus il y a de chômage. Et plus évidemment, on a un système de retraite qui est en déséquilibre. Même si, encore une fois, c'est pas non plus spectaculaire. Alors, ce déséquilibre. Marine Le Pen, autre question de Guillaume, plus politique cette fois, face, je crois, à Emmanuel Macron. Et oui, faisons un peu de politique. Ce fameux match retour Macron-Le Pen, les Français semblent prédire sans le souhaiter. Vous-même déjà, avant de parler de l'analyse de cette donne politique, est-ce que vous êtes impatiente de cette revanche de 2017? Non, mais je ne suis absolument pas dans un esprit de revanche. Mais absolument pas. Vous voulez quand même ce match retour? Non, mais absolument pas. Je veux dire, j'ai été battu, il a été élu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, le grand clivage qui s'est mis en place et qui a remplacé le clivage gauche-droite, le clivage entre les mondialistes et les nationaux, il est là, il structure la vie politique. D'élection en élection, on le voit se renforcer. Et par conséquent, ce que je viens de dire, c'est que très certainement au second tour de l'élection présidentielle, parce que les Français sont sages et réfléchis, eh bien, il y aura un représentant de cette mondialisation décomplexée et un représentant de cette vision nationale décomplexée. Est-ce que ce sera Emmanuel Macron? Est-ce que ce sera moi? Objectivement aujourd'hui, ni vous, ni moi, ni même Karoua, nous ne le savons. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc c'est une analyse profondément politique. J'essaye d'aller au-delà des personnes. Et je pense que ce qui agace les Français d'ailleurs, c'est le sentiment qu'on leur impose un duel qu'ils doivent pourtant être les seuls à choisir. Mais est-ce que vous n'êtes pas vous-même victime de ce duel imposé et le fait que vous soyez aussi dans le paysage depuis longtemps, quasiment 10 ans à la tête de votre parti, déjà 2 candidatures à la présidentielle. Est-ce que finalement, face aux Français qui ont exprimé une volonté de dégagisme, on a souvent employé le mot, est-ce que vous ne vous retrouvez pas aujourd'hui comme étant un élément de ce système dont les Français voudraient se débarrasser? Est-ce que vous êtes sûr de ça, M. Tabar? C'est une question que je pose. Moi, je ne suis pas sûr que les Français soient aussi attachés à une forme de zapping politique qui consisterait à changer à chaque élection de personnes en pensant que le prochain apportera mieux. D'ailleurs, ils l'ont fait avec Emmanuel Macron. Et je pense que pour beaucoup, pour des millions et des millions d'entre eux, ils s'en mordent les doigts.
Ce qu'ils veulent, c'est de la solidité, les Français. Ils veulent de la clarté. Ils veulent savoir exactement ce que va faire celui qu'ils vont élire et s'il a le courage de le faire, c'est-à-dire s'il tiendra ses promesses. C'est cela qu'ils veulent. Et cette solidité, je crois que je l'incarne. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui incarneront cette solidité, mais cette confiance que les Français peuvent avoir dans leurs responsables politiques, je pense que je la mérite. Je mérite leur confiance parce que je n'ai pas dévié, parce que je le fais dans des conditions dont vous admettrez tout de même qu'elles sont particulièrement difficiles, sans jamais douter de la nécessité absolue de défendre des idées qui, à mon avis, majoritairement sont les leurs. Marine Le Pen, avant 2022, élection municipale, c'est votre prochaine question. Oui, on l'a vu aux européennes, le Rassemblement national a réalisé des scores importants, souvent supérieurs à 35% dans de très nombreuses villes, mais 35%, c'est pas 50%, et il y a peu de villes où vous soyez majoritaire à vous seul pour l'instant. Quel est votre secret, votre méthode pour permettre au Rassemblement national de devenir majoritaire dans plus de communes qu'aujourd'hui? Bon, en réalité, il y a des milliers de villes dans lesquelles nous avons fait plus de 50%. Donc le potentiel, Dans les grandes villes, enfin dans les villes... le potentiel électoral est là. Mais vous avez raison, un potentiel électoral ne fait pas une élection. Il faut aussi un leader, un candidat, il faut un certain nombre de critères. Dans les concurrences aussi, on ne court pas tout seul, hein, sinon évidemment on est sûr de gagner. Bon, ça s'appelle la démocratie. Mais je crois que là encore, la clarté et la solidité vont jouer, Monsieur Tabar. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté, y compris au municipal, à une classe politique qui se vend au plus offrant. Les LR deviennent En Marche s'ils pensent que ça va leur permettre de gagner. Les PS deviennent En Marche. Les En Marche partent ailleurs chercher une étiquette. Qu'est-ce que c'est que ça? La stratégie du Front républicain. L'honnêteté, la droiture, la loyauté à l'égard des Français, c'est quand même de se présenter tel qu'on est, avec ses idées, dans le mouvement politique. Si les LR que vous l'on rejoignez, défend. vous ne vous en plaindriez pas. Non mais vous voyez bien que comment est-il possible, Monsieur Tabar, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, vous connaissez bien la droite, expliquez-moi comment il est possible que LR accorde son étiquette de candidature, d'investiture à des En Marche. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt En Marche qui accorde son Pareil. investiture à des sortants républicains Pas comme à Toulouse obligatoirement. ou comme à Nice. Pas obligatoirement. C'est vrai. Comment c'est possible? Si ce n'est qu'en réalité, ils partagent exactement le même ADN politique. Alors, ils ont le droit de partager le même ADN politique, mais dans ces conditions, LR ne peut pas pleurnicher en venant dire « mais on ne comprend pas pourquoi on a fait 8% aux européennes ». Moi, je comprends très bien pourquoi ils ont fait 8% aux européennes. Un petit mot très rapide pour rester sur les municipales. À Béziers, la méthode Ménard, en gros, c'est pas d'étiquette et je fais des alliances avec des gens de droite. On a le sentiment qu'à Perpignan, Louis Alliot, qui est pourtant vice-président du RN, veut faire aussi une campagne un peu dépolitisée. Est-ce que c'est ça la bonne méthode? C'est on ne met pas l'étiquette RN en avant? Ça m'étonnerait que ce soit dépolitisé, parce que tout est politique. D'accord, mais pas l'étiquette RN en avant. La gestion municipale est évidemment, c'est une succession de choix politiques. Maintenant, qu'il y ait, si vous voulez, dans un certain nombre de villes, parce que les gens qui sont candidats sont hyper représentatifs, hyper connus de tous, des gens qui choisissent de faire des listes d'alliances, mais tout ça est parfaitement naturel, et particulièrement dans des municipales. Donc c'est le cas, en l'occurrence, en général, dans quasiment toutes les villes où nous avons des maires sortants, parce que tout le monde connaît évidemment son maire, et c'est le cas dans une ville comme Perpignan, parce que Louis Alliot, tout le monde le connaît, il est évidemment un des grands dirigeants du Rassemblement national, il n'a donc pas besoin, si je puis me permettre, de l'étiquette Rassemblement national pour être identifié. Voilà. On en vient aux listes communautaires. Emmanuel Macron a fermé la porte, ça y est, aux listes communautaires. C'est votre prochaine question, Guillaume. Voilà. Et inversement, donc, Xavier Bertrand et Bruno Retailleau ont proposé même une révision constitutionnelle pour pouvoir interdire ces listes communautaires. C'est une proposition de loi que vous pourriez signer. Et sinon, quelle est votre méthode à vous pour empêcher concrètement? Je l'ai pas exactement en tête, mais je l'ai lu. Je ne la voterai pas telle qu'elle est rédigée, hein, parce que c'est juste du grand n'importe quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faudrait voilà. faire pour interdire les listes communautaires? Là encore, on est en train de s'attacher aux causes
aux conséquences plutôt qu'aux causes, pardon. Il faut s'attaquer aux causes. S'il y a des listes communautaires, c'est qu'il y a du communautarisme dans notre pays. Et il faut bien admettre quand même que LR porte une lourde part de responsabilité. D'accord, mais il y a des municipales dans 4 mois. Dans ce communautarisme. Monsieur Tabar, puisque dans un très grand nombre de villes, ils ont négocié avec ces communautaristes, ils ont négocié avec l'islamisme, ils ont acheté en quelque sorte la paix civile parfois. Et ils portent du coup ce passif en eux. Je pense qu'il faut aller au niveau constitutionnel. Il faut inscrire dans la Constitution, je l'ai réclamé lors des 2 dernières élections présidentielles, l'interdiction du communautarisme dans la Constitution. Et avec cette interdiction constitutionnelle du communautarisme, alors on pourra agir contre des associations, mais agir aussi contre des élus qui jouent ce jeu pervers du communautarisme et qui aujourd'hui viennent pleurer sur les causes qu'ils adorent, qu'ils ont adorées. À très court terme, puisque les municipales, c'est dans moins de 4 mois, il y a des mesures très précises qui permettraient d'empêcher au mois de mars que des listes d'inspiration communautariste se présentent? Oui, si l'expression de cette liste est contraire à la Constitution. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il s'agit, si vous voulez, dans la liste, d'exclure tous ceux qui n'ont pas telle origine ou qui n'ont pas telle religion ou qui visent à mettre en place des mesures qui visent exclusivement des gens en fonction de leur ethnie, de leur race, de leur religion, bien sûr, tout ça est contraire à notre Constitution. La France est une et indivisible et elle assure l'égalité, évidemment, de tous les citoyens. Hors normalement de tout communautarisme. Alors, tout autre sujet, il y aura mercredi le réquisitoire du parquet dans le procès qui concerne 2 structures de financement des campagnes législatives des candidats qui concouraient sur l'étiquette du Front National, Jeanne et Riwal, avec notamment une mise en cause de dépenses personnelles d'un certain nombre de dirigeants de ces structures. Est-ce que d'abord, est-ce que vous sentez directement, vous, en tant que présidente de parti, concerné par cette affaire ou pas? Ou est-ce que c'est le procès d'éventuelles dérives personnelles? Non, mais d'abord, il y a 2 éléments dans ce procès, pardon. Il y a une partie qui concerne le comportement d'un certain nombre de dirigeants de sociétés prestataires dans leur société. Ça ne me regarde absolument pas. C'est des gens qui étaient proches de vous. Non, mais pardon, monsieur Tabar, ça ne me regarde absolument pas. Dans la manière dont ils gèrent leur société, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas actionnaire, je n'ai pas de part dans leur société, c'est leur problème. Bon. Et puis, il y a un dispositif qui a été mis en place par le Front National pour pouvoir financer ces 577 candidats aux législatives. Ce dispositif a été validé par la CNCCFP. Plusieurs fois de suite, il est parfaitement légal et évidemment, c'est ce que nos avocats démontrent en ce moment même au long de ce procès. Et alors, comme pour d'autres partis, il y a une instruction qui est en cours concernant le recrutement d'assistants parlementaires au Parlement européen. Les auditions, la presse a fait état de témoignages recueillis lors d'auditions, disant notamment qu'un certain nombre de personnes avaient pu être embauchées expressément à la demande d'un certain dirigeant du Front National pour alléger le coût financier pesant sur le parti. C'est d'abord, je suis outré, merci de me permettre de le dire d'ailleurs. Pardon, Jean-Claude Martinez, ancien député européen, dit « on m'a demandé d'embaucher telle personne ». Mais, monsieur Tabar, je suis outré de voir des médias systématiquement, et particulièrement quand ce sont des médias du service public, effectuer des violations du secret de l'instruction qui sont des violations de manipulation, puisque par définition, ils ne montrent du procès-verbal que ce qui les arrange eux. Je trouve que c'est une méthode... aussi pour le MoDem ou pour la France Insoumise. Pour tout le monde, je trouve que c'est une méthode profondément scandaleuse et qui, en réalité, vicie notre justice. Deuxièmement, M. Tabar, la France Insoumise, le Rassemblement National et le MoDem. Est-ce qu'il y a 3 mouvements politiques aussi différents que ces 3-là ? Si les 3 mouvements politiques en question, on leur reproche les mêmes agissements, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'en réalité ces agissements étaient parfaitement légaux et que c'est aujourd'hui une manière
de faire peser une pression peut-être sur le MoDem et de gêner les deux partis d'opposition que sont la France Insoumise et le Rassemblement National. Il y a un parti qui est dans la majorité, donc on Oui, peut dans la difficilement majorité, dire que c'est un procès politique. Probablement dans la majorité, M. Tabar, mais je ne suis pas né de la dernière pluie et je pense que c'est toujours bon d'avoir dans la majorité un allié que l'on tient par la cravate bien serrée. Voilà ce que je pense de la mise en cause du MoDem. Mais vous croyez franchement que 3 mouvements aussi différents, qui n'ont pas de contact entre eux, auraient mis en œuvre le même dispositif visant à contourner la loi ? Non, évidemment que non. Chacun le comprend aujourd'hui. Il s'agit donc, encore une fois, de procès, celui-là qui est un procès purement politique, et nous avons évidemment tous les espoirs de le démontrer lorsque l'instruction sera terminée. Marine Le Pen, dernière séquence de cette émission, en tout cas avec vous. 2 minutes, 2 images, et la première c'est celle-ci. C'est celle du film, l'affiche du film Les Misérables. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous allez le voir, ce film? Non, il faut écouter le nombre de films qui viennent exprimer le mal-être en banlieue, les méchants flics, les gentils voyous. J'en ai ras la casquette. Pourquoi? Voilà. Et je veux vous dire que quand j'entends ce que dit en plus le réalisateur de ce film, la manière dont il parle, la manière dont il traite de connasse Zined Al-Razaoui, la manière dont il parle de monsieur Zemmour, que le président de la République française puisse aller chercher une inspiration auprès de ce garçon me laisse absolument perplexe. Autre image où on a eu votre réaction, c'est la Française des Jeux. C'est un succès, vous le regrettez? Mais c'est un succès. C'est quoi un succès? C'est un succès de dire qu'il y a aujourd'hui quelques Français qui vont être propriétaires de ce qui appartenait avant à l'ensemble des Français. Mais ce n'est pas un succès, c'est un vol. C'est un vol, ces privatisations, que ce soit Aéroport de Paris, et je demande aux gens d'aller signer la pétition pour le référendum sur Aéroport de Paris ou la Française des Jeux, c'est une spoliation des biens de l'ensemble des Français. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils savent très bien que ça permet auprès de Bruxelles de venir dire « Ah ben vous voyez, on fait rentrer de l'argent frais dans les caisses ». Ils vendent ce qui ne leur appartient pas. Les autoroutes, la Française des Jeux, ADP, tout cela appartient aux Français. Ils ont payé pour tout cela et ils ont le droit évidemment d'en tirer des bénéfices puisque ce sont évidemment des sociétés qui suscitent d'énormes bénéfices. Donc on vend ce qui suscite des bénéfices et en quelque sorte on conserverait ce qui crée des déficits. Objectivement, c'est le hold-up du siècle. Et voilà, on a entendu en tout cas votre réaction, la Française des Jeux. C'est vraiment pas votre truc. Pour les actions, on l'a entendu. Je vous remercie Marine Le Pen d'avoir été notre invitée sur le plateau. Mais quand ça appartient au peuple français. C'est entendu. Merci d'avoir été notre invitée sur En toute France.